Elle était considérée comme la plus belle femme de l'Empire, mais son destin bascula lorsque son père, rongé par le jeu, la perdit au profit d'un milliardaire. Ce soir-là avait commencé par le banquet de la marine et s'était poursuivi par une réception mondaine organisée en l'honneur du capitaine Bastian Clawitz, figure militaire saluée par l'Empire. À la fin de cette cérémonie de victoire, ses camarades l'entraînèrent dans une maison de jeu. À l'intérieur du casino, un homme à l'air jovial, visiblement réjoui par leur présence, s'approcha en courant. Il affirma qu'il s'inquiétait de ne plus voir ses visiteurs fréquents et s'adressa à Lucas von Ewald, fils unique du comte Ewald et président du Sénat impérial de Berg. Il lui demanda qui était l'homme à ses côtés. Lucas répondit que c'était la première fois qu'il venait ici, ce qui expliquait son anonymat. Il ajouta que l'homme ne lisait manifestement pas les journaux ces derniers temps. Il expliqua que cet invité discret n'était autre que le héros dont tout le monde parlait, celui qui, durant la guerre navale dans les îles de Troza, était parvenu à franchir les lignes ennemies et à capturer vivant l'amiral de la flotte Lovitane. Il s'agissait du capitaine Bastian Clawitz, héros de l'Empire. Face à cette révélation, l'homme resta figé, les mains jointes, le visage empreint d'admiration. Il exprima qu'il n'aurait jamais cru croiser ce protecteur des mers ici même, et que sa présence était un honneur. Il leur proposa aussitôt de les conduire dans l'une des salles les plus prestigieuses du casino. Alors qu'ils marchaient en direction de cette pièce, une dispute attira leur attention dans un coin de la salle. L'homme agenouillé au sol, connu sous le nom de duc Mendianden, suppliait qu'on le laisse entrer. Il assurait qu'il lui restait encore de quoi miser. Un soldat, avec un sourire cynique, lui répondit qu'il suffisait de montrer ce qu'il avait. Le visage abattu, Den ne trouva plus ses mots. C'est à ce moment qu'il se souvint de sa fille. Dans un geste désespéré, il leva les bras et déclara que la beauté de sa fille était sans égale et qu'elle valait bien plus que les maigres mises posées sur cette table. Il demanda qu'on le laisse tenter une dernière mise. Alors qu'il formulait cette demande, une main se posa sur son épaule. C'était Éric Faber, l'aîné de la famille Faber, prospère dans l'industrie métallurgique, et compagnon de Bastian ce soir-là. Il interrompit Den, cherchant à s'assurer de ses intentions. Den hésita, puis affirma avec une conviction troublante qu'il était certain de gagner. Il répéta que sa fille était la plus belle femme de l'Empire et qu'aucune mise ne pouvait l'égaler. Rassuré par cette certitude, Éric se mit soudainement à rire, ses paroles trahissant une ironie à peine voilée. Il déclara que la partie prenait une tournure intéressante. Tous prirent alors place dans la salle VIP. La foule s'était formée autour d'eux. Certains tentaient de comprendre l'enjeu qui suscitait autant d'attention. L'un d'eux expliqua que le duc mendiant avait mis sa fille en jeu. Pendant ce temps, Den tenait ses cartes, les mains tremblantes, le visage marqué par la fatigue et la peur d'une fin inéluctable. Lich, visiblement désabusé, posa ses cartes et admit que la chance n'était pas avec lui ce soir, suivi par Lucas qui partageait le même constat. Bastian, silencieux, examina ses cartes et les déposa à son tour en précisant qu'il avait eu une bonne main dès le début. Le duc poussa un soupir accablé, pendant que les compagnons de Bastian observaient la scène avec étonnement, surpris par sa victoire éclatante. Den, incapable de croire à sa défaite, resta figé. Des rires moqueurs s'élevèrent parmi les spectateurs. Certains insinuèrent que le duc mendiant avait désormais un gendre. Devant l'humiliation, Bastian tenta de se lever pour partir. Lucas lui rappela toutefois qu'il devait récupérer sa mise. À ces mots, Den, secoué, attrapa le bras de Bastian dans un ultime élan de désespoir. Il supplia qu'on lui accorde une dernière chance, convaincu qu'il pouvait renverser le sort. Mais Bastian le fixa d'un regard glacial, où la colère et la menace se mêlaient sans détour. Den se figea, pétrifié par cette expression. Bastian le repoussa calmement. Lucas, connaissant le tempérament de son ami, fit signe aux gardes de faire venir la mise évoquée. Den tenta alors de se rétracter. Il rappela son identité, menaça de représailles, évoqua le nom de l'empereur, affirmant que toucher à sa fille reviendrait à toucher au sang impérial, un sang bien trop précieux pour être ainsi traité. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Odette ignorait encore tous des actes de son père. Elle rejoignit sa jeune sœur Thyra, la réveilla doucement. Après être réveillée, elle demanda si leur père était déjà rentré. Odette, l'aînée, confirma qu'il ne l'était pas. Sa petite sœur, inquiète, évoqua la possibilité qu'il lui soit arrivé malheur. Odette lui prit la main, tenta de la rassurer et l'invita à retourner dormir. Un bruit soudain la fit sursauter, mais sa sœur l'apaisa doucement,
affirmant qu'il n'y avait rien à craindre. Malgré ces mots réconfortants, la plus jeune crut entendre un esprit en train de pleurer. Odette l'aborda délicatement et lui souhaita une bonne nuit avec un sourire discret, puis referma la porte. Une fois seule, elle s'attela à la rédaction de la liste des besoins du quotidien. Leur situation ne cessait de se dégrader sous le poids des dettes contractées par leur père. Leur seule source de survie restait la modeste pension impériale qu'ils percevaient encore. La mère d'Odette, aujourd'hui décédée, n'était autre que la princesse impériale Hélène, autrefois première-née et favorite de l'ancien empereur. Elle avait grandi aimée du peuple, promise dès son plus jeune âge au prince héritier du royaume de Lovita. Ce couple, très attendu, était admiré autant par la cour que par les sujets de l'Empire. Pourtant, quelques mois avant le mariage, la princesse s'enfuit en pleine nuit aux bras du duc de Dixène, son amant secret, issu d'une lignée noble déchue. Le scandale fit trembler l'Empire tout entier. L'empereur, blessé, rompit tout lien avec elle, la dépouilla de son titre et de ses biens, et la bannit. C'est ainsi que ses parents devinrent des vagabonds, réduits à vivre plus pauvrement que des roturiers. Malgré cette chute, sa mère ne perdit jamais espoir. Elle croyait fermement qu'un jour, leur famille serait réintégrée à la noblesse impériale. Elle enseigna à Odette les codes et les manières des hautes sphères, lui répétant sans relâche de préserver sa dignité, peu importe les circonstances. Même si Odette avait parfaitement assimilé ses leçons, sa mère mourut sans avoir vu ce rêve se réaliser. Avant de rendre son dernier souffle, elle demanda à sa fille de faire tout ce qui était en son pouvoir pour retrouver leur place perdue. Alors qu'Odette s'interrogeait, en silence, sur son propre avenir et sur le risque de finir comme sa mère, des coups précipités à la porte interrompirent ses pensées. Un garde, envoyé par la maison de jeu, demanda si elle était bien Odette, la fille du duc de Dixène. Elle confirma son identité et demanda si cela concernait son père. Le garde lui annonça que ce dernier avait contracté une dette considérable et lui ordonna de le suivre immédiatement. Il promit davantage d'explications une fois sur place. Malgré le choc, Odette garda son calme. Elle demanda un instant pour se préparer. Le soldat, surpris par son sang-froid, se demanda intérieurement si elle était déjà habituée aux excès de son père. Il ajouta que sa vie allait basculer à cause de cet homme. Avant de sortir, Odette prit soin de se vêtir correctement. Elle repensa aux enseignements de sa mère, il ne faut jamais renoncer à sa dignité, quelles que soient les circonstances. Certains auraient trouvé ce souci d'apparence superflu, mais pour elle, c'était la dernière trace tangible de son passé, l'unique héritage laissé par sa mère. Pendant ce temps, au casino, Den sombrait dans la panique. Il implorait qu'on épargne sa fille, répétant que son sang appartenait à la famille impériale, et que sa présence ici causerait des troubles. Mais le gérant du casino resta de marbre. Il lui rappela calmement que c'était lui-même qui avait mis sa fille en jeu et que le garde était allé la chercher sur cette base. Devant cette réalité, Den perdit contenance et regretta amèrement son geste. Lucas se tourna vers Bastian avec un air moqueur, s'amusant de la situation. Il évoqua le fait qu'il allait bientôt rencontrer la nièce de l'empereur. Bastian resta impassible et se contenta de dire qu'il doutait de la véracité de ses propos. Eric et Lucas restaient sceptiques, mais leur curiosité grandissait à mesure que l'on évoquait la beauté de la jeune femme. Bastian, quant à lui, ne voyait dans cette histoire que des ennuis potentiels. Soudain, la porte s'ouvrit. Le garde annonça avoir amené Odette. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Odette entra lentement, vêtue d'un voile noir. Sa démarche était posée. Elle s'arrêta devant eux et d'une voix ferme, demanda le montant de la dette de son père. Son apparition provoqua un silence lourd, chacun mesurant la gravité de la scène. Eric prit la parole pour éclaircir la situation. Il expliqua qu'elle n'avait pas été convoquée pour rembourser quoi que ce soit. À ces mots, Odette se retourna, droite et déterminée. Elle déclara qu'elle n'avait donc aucune raison de rester et qu'elle repartirait avec son père. Eric l'interrompit aussitôt. Il lui expliqua que son père pouvait partir, mais qu'elle, en revanche, devait rester. Face à son incompréhension, il précisa que son père l'avait mise en jeu, et que l'homme qui se tenait là, l'avait gagnée. Il lui demanda si elle comprenait enfin ce que cela impliquait. Le visage d'Odette se referma. Elle tourna le regard vers son père, agenouillé au sol, la tête baissée, répétant des excuses confuses. Il disait avoir cru qu'il allait gagner cette fois. Odette, sans même s'en rendre compte, serrait les poings. Son regard glissa discrètement vers l'uniforme de l'homme qui se trouvait en face d'elle. À la coupe noble de son habit blanc,
Elle comprit qu'il appartenait à la marine, comme les autres officiers issus de la haute société. Elle sentit le sol vaciller un instant sous ses pieds, mais savait qu'elle ne pouvait s'enfuir. Elle n'avait d'autre choix que de rester debout. Elle s'approcha de Bastian, déterminée, et lui adressa la parole. Elle lui reprocha de participer à ce genre de jeu alors qu'il était censé défendre l'Empire. Elle ajouta que tout contrat ayant pour but d'acheter une personne n'avait aucune validité légale. Bastian, en l'écoutant, trouva étrange qu'elle parle de loi et de morale dans un tel lieu. Pourtant, Odette ne faiblit pas. Elle rappela que l'honneur et la dignité d'un soldat ne devraient pas dépendre des lieux ou des circonstances. Ce discours surprit Bastian, qui ressentit une forme d'admiration envers cette femme qui, bien que placée dans une position de faiblesse, ne perdait ni sang-froid ni dignité. Puis, d'un ton plus sincère, elle demanda pardon pour l'erreur de son père et promit de rembourser ses dettes. Bastian la fixa avec froideur. Il déclara qu'il ne voulait pas de son argent. Il précisa que c'était désormais à lui de poser les conditions. Il affirma qu'il n'était intéressé ni par son argent ni par sa personne, mais qu'il tenait malgré tout à recevoir ce qui lui revenait. Il demanda simplement qu'elle retire son voile et montre son visage, ajoutant que cela mettrait un terme à toute cette affaire. Face à cette exigence, Odette recula instinctivement. Lucas et Eric, amusés, l'encouragèrent à demander davantage. Bastian, quant à lui, admit que s'il n'exigeait rien, certains trouveraient le moyen de le harceler à ce sujet, et il n'avait pas l'intention de se retrouver impliqué dans ce genre de polémique. Dan, tout à coup soulagé, pressa sa fille de retirer son voile pour qu'il puisse quitter les lieux. Mais Bastian reprit la parole pour rappeler qu'il pouvait aussi en rester au contrat initial s'il préférait. Odette demanda alors, hésitante, s'il tiendrait parole. Bastian esquissa un sourire et répondit qu'il le ferait. Intérieurement, il jugeait hypocrite qu'elle parle d'honneur dans un tel endroit. Après un long moment de silence, Odette retira lentement son chapeau. Avant de dévoiler son visage, elle exigea une dernière fois une confirmation de l'accord. Puis, enfin, elle releva son voile. Un silence saisit l'assemblée. Son visage était d'une beauté rare, encadré de cheveux noirs, avec des yeux profonds et captivants. Même Bastian, jusqu'ici indifférent, resta figé. Il s'était attendu à ce que le duc ait tout inventé, mais il ne s'attendait pas à découvrir une femme d'une telle grâce. Après avoir vu son visage, Bastion tient sa promesse et les laisse partir. De retour chez eux, Dan agit comme si de rien n'était et se rend directement dans sa chambre pour dormir. Témoin de cette indifférence, Thyra, furieuse, se poste devant la porte. Elle demande à sa sœur aînée s'il ne vaudrait pas mieux bloquer l'entrée avec des planches. Odette, en esquissant un léger sourire, lui demande ce qu'il adviendrait ensuite. Mais Thyra, le visage fermé, affirme que cela n'a aucune importance. Elle se moque des conséquences pour leur père. Elle espère même qu'il restera enfermé. Elle ne supporte plus de le voir boire et s'endetter jour après jour, et ce qu'elle ne peut tolérer, c'est qu'il ait osé utiliser Odette comme gage. Son ton devient plus ferme. Elle déclare qu'elle ne pourra jamais lui pardonner. Elle le désigne, profondément blessé, en soulignant son hypocrisie, lui qui prétend que tout va bien simplement parce qu'Odette est rentrée saine et sauve. Elle attire l'attention de sa sœur sur la scène, il dort profondément, comme si de rien n'était. Comment peut-il faire preuve d'autant d'irresponsabilité? Odette, silencieuse, repense à tout ce qui s'est passé. Thyra, encore troublée, lui demande s'il ne serait pas possible de signaler cela à l'empereur. Après tout, Odette est sa nièce. Peut-être accepterait-il d'intervenir. Odette bondit sur ses pieds. Elle interdit immédiatement à sa sœur de parler de cette affaire. Elle sait que si l'empereur venait à apprendre les agissements de leur père, ils pourraient perdre leur pension impériale. Elle n'a aucune illusion sur le fait que l'empereur puisse les aider. Thyra, consciente de sa maladresse, s'excuse. Les deux s'enlacent, scellant une fois de plus l'amour qui les unit. Dans son esprit, Odette revoit les mots qu'il lui a adressés. Elle n'est, aux yeux de l'empereur, que la fille de cet homme qui a brisé la vie de sa sœur. Elle-même n'est qu'un fardeau, un parasite à ses yeux. Pendant ce temps, à Ardan, une ville côtière proche de la capitale, renommée pour abriter les résidences des familles impériales et aristocratiques, la famille Clavy vient d'acquérir une propriété. Bastion descend de voiture et est accueilli par sa tante, Maria, qui accourt à sa rencontre. Surprise de le voir au volant d'un simple véhicule, elle ne comprend pas pourquoi il cherche à provoquer la colère de son père. Bastion, avec un calme désarmant,
lui répond qu'il espère peut-être ainsi éveiller la pitié d'un père qui n'aurait pas même offert à son fils les services d'un chauffeur. Les portes de la demeure s'ouvrent. Les domestiques, déjà en place, les saluent respectueusement. À l'intérieur, Maria, le regard chargé de calcul, évoque les rumeurs selon lesquelles Bastien aurait hérité d'une immense fortune provenant de la famille maternelle. Elle lui conseille de bien jouer ses cartes. Personne ne sait mieux que lui pourquoi son grand-père a choisi de lui transmettre ses biens. Bastien se contente de sourire et feint de ne pas comprendre. Face à son air détaché, Maria change de sujet et évoque les fiançailles de son demi-frère, Fran, prévues pour aujourd'hui avec la fille du comte Klein. Bastien devient pensif. Il se souvient que, parce que la mère de Fran était une noble, leur père, avide d'ascension sociale, l'avait désigné très tôt comme héritier. Un sourire ironique se dessine sur son visage. Son demi-frère va épouser une femme issue de la haute société, ce qui doit combler leur père. Maria en profite pour suggérer à Bastien de trouver lui aussi une épouse qui pourrait le soutenir. Il affiche un sourire docile et feint l'adhésion. Agacée par cette attitude, elle l'avertit sérieusement. Il ne doit surtout pas choisir la princesse Isabelle, qui le conduirait à sa perte. Des rumeurs circulent déjà dans leur cercle au sujet de l'obsession de la princesse pour lui. Bastien se souvient vaguement de cette dernière, qu'il avait aperçue auprès de Sa Majesté lors d'une visite à l'école militaire. Ce souvenir lui pèse. Il secoue la tête, affirmant n'éprouver aucun sentiment à son égard. Maria le met cependant en garde. L'empereur, profondément marqué par le destin de sa sœur Hélène, qui avait vu sa vie détruite par amour, pourrait perdre toute lucidité si un drame similaire menaçait sa propre fille. En entendant le nom de la princesse Hélène, Bastien se souvient soudainement de l'homme croisé il y a 2 jours, surnommé le « duc mendiant », et de sa fille, détentrice du sang impérial. Maria remarque qu'il s'égare dans ses pensées et le ramène à la réalité. Bastien se reprend et tente de la rassurer, ce qu'elle redoute n'arrivera pas. Pendant ce temps, au palais impérial, l'impératrice s'inquiète pour sa fille. Malgré ses fiançailles officielles, la princesse regarde chaque soir les photos d'un autre homme. L'empereur n'y voit d'abord aucun problème. L'impératrice évoque alors le précédent de la princesse Hélène, qui elle aussi avait un fiancé, mais cela ne l'avait pas empêchée de tomber amoureuse et de compromettre son mariage. À ces mots, le visage de l'empereur se durcit. L'impératrice, réalisant qu'elle a peut-être été trop loin, s'empresse d'ajouter qu'elle souhaite seulement éviter que leur fille ne commette les mêmes erreurs. L'empereur, après un court silence, affirme avec gravité que, malgré ses qualités, Bastien ne sera jamais l'époux d'Isabelle. Elle revient ensuite sur le cas d'Odette, la fille de la défunte Hélène, en rappelant les nombreux problèmes causés par le duc d'Isson. L'empereur, froid, refuse de s'occuper des affaires de cet homme qu'il appelle le duc mendiant. Pour lui, Hélène n'est plus là, et tout ce qui touche la famille d'Aine ne le concerne plus. L'impératrice insiste cependant. Même si le duc d'Isson est méprisable, il ne faut pas que la fille unique d'Hélène soit condamnée à une vie malheureuse. Elle suggère qu'on marie Odette à Bastien Clavy. Peu importe ses origines modestes, il est le fils d'un des hommes les plus puissants de l'Empire et un héros militaire reconnu. L'empereur objecte. Pourquoi un homme de cette envergure épouserait une femme sans position? Il pourrait choisir parmi toutes les filles de l'aristocratie. L'impératrice répond que la famille d'Hissène, malgré sa disgrâce actuelle, demeure une ancienne lignée ducale, et qu'Odette possède également du sang impérial. Elle ajoute enfin que si Bastien devenait l'époux de sa cousine, Isabelle serait contrainte d'abandonner toute velléité à son égard. Ainsi, il serait possible de protéger les 2 filles. Elle le supplie d'user de son autorité pour ordonner ce mariage. Après tout, en tant qu'empereur, il détient le pouvoir d'imposer ses décisions à un officier. Dans ce monde, le mariage représente une forme ultime de négociation. Le père de Bastien a bâti sa fortune en épousant d'abord sa mère, puis en consolidant sa position sociale grâce à une seconde union avec une femme issue de la noblesse. Bastien n'a jamais oublié comment cet homme avait tiré parti de cette alliance. À ses yeux, si le mariage doit être une transaction, il doit alors en tirer le maximum. Face à lui se tient Sandrine, fille unique du duc de Lavier, l'homme le plus riche de Félia. Lorsqu'elle évoque les fiançailles du jeune frère de Bastien, celui-ci répond d'un ton posé, son regard chargé de calcul, qu'il s'agit là d'un honneur pour leur famille. Sous cette politesse maîtrisée se devine une intention ferme. Obtenir un avantage décisif. Sandrine, manifestement irritée, lui concède que cette union pourrait effectivement être perçue comme un honneur pour les Clowitz, tout en laissant entendre qu'il en est probablement indifférent.
Mariée autrefois au comte Renard, elle se trouve aujourd'hui en instance de divorce après des années de mésentente. Elle espère recouvrer son statut de fille du duc dès l'an prochain, comme si cette union passée devait être effacée. Cette lignée puissante, Bastien l'aperçoit comme un levier vers une élévation sociale plus assurée. Sandrine prend l'initiative avec une certaine fermeté. Elle affirme faire tout ce qui est en son pouvoir pour restaurer le prestige de Bastien, espérant seulement qu'il ne commettra aucune erreur dictée par la précipitation. Bastien réduit alors la distance entre eux, le ton égal, et lui assure qu'il ne trahira pas sa confiance. Il nuance cependant en rappelant que les certitudes sont fragiles. Les Lavier représentent certes un choix prioritaire, mais le marché des alliances reste fluctuant. Cette remarque éveille une tension chez Sandrine. Elle répond en soulignant le caractère équivoque de ses propos. Bastien, d'un calme inaltérable, lui adresse un sourire lumineux en lui souhaitant de retrouver sa liberté sans tarder. Face à cette cordialité glacée, Sandrine demeure immobile. Elle remarque alors la silhouette de Madame Clovitz, la belle-mère de Bastien, qui les observe à distance. Elle comprend que Bastien ne s'adressait pas à elle seulement, mais cherchait également à provoquer une réaction de la part de cette femme. Sandrine formule l'hypothèse que cette dernière est troublée de voir le fils de la première épouse de son mari converser avec la fille d'une maison ducale. Bastien confirme, toujours souriant, qu'elle a bien perçu l'intention. Pour Sandrine, il ne fait aucun doute qu'il manipule chaque pièce de cette partie avec soin. Lorsque leur accord est scellé, Sandrine s'éloigne. Plusieurs femmes dans la salle commencent à murmurer au sujet de cette possible alliance. Maria, témoin de la scène, semble ébranlée. De son côté, Bastien se dirige vers le balcon pour prendre l'air. En observant la mer qui s'étend à perte de vue, son esprit s'échappe. Une image revient, celle d'une femme, autrefois croisée dans une maison de jeu, restée impassible jusqu'au dernier moment. Il ne sait pourquoi ce souvenir remonte à la surface. Maria vient le rejoindre, visiblement troublée. D'une voix calme, il dit qu'il avait simplement besoin de respirer un peu. Après tant de temps passé sur les champs de bataille, il lui est difficile de se réadapter à l'agitation mondaine. Maria lui fait remarquer qu'il n'a jamais entretenu de bons souvenirs liés à la mer. Elle évoque cet épisode où, enfant, il avait failli s'y noyer. Pourchassé par des chiens, il avait été contraint de se jeter du haut d'une falaise. Elle l'avait vu et avait pu le sauver in extremis. Elle l'avait ensuite ramené chez elle, encore blessé, s'interrogeant déjà sur l'absence du précepteur censé veiller sur lui. Celui-ci avait parlé d'un accident, expliquant qu'un cheval s'était emballé. Il avait assuré avoir tout mis en œuvre pour retrouver l'enfant. Maria, indignée, avait exigé des explications sur la présence de ces chiens errants et sur le manque de vigilance durant les leçons. Face à ces accusations, le précepteur était resté silencieux. Elle avait annoncé son intention de mener une enquête, mais le père de Bastien avait clos l'affaire en qualifiant l'incident d'anecdotique. L'homme avait tout de même été renvoyé pour négligence. Peu après, son père s'était approché de Bastien pour lui demander s'il allait bien. Le garçon, impassible, avait simplement répondu qu'il avait eu de la chance. De loin, Maria avait saisi dans cette réponse une absence d'émotion qui l'avait troublée. Elle doutait que toutes les blessures observées puissent être imputées à un simple accident. Elle avait commencé à soupçonner une volonté délibérée. Elle avait alors décidé de le retirer de la maison des Clovitz. Après avoir contacté son grand-père, la famille Élise était venue le chercher une semaine plus tard. Le père de Bastien n'avait opposé aucune objection, comme s'il avait anticipé ce départ. Elle n'a jamais regretté cette décision. Selon elle, seuls les survivants peuvent envisager une vengeance. Même aujourd'hui, alors que Bastien est devenu un homme, elle continue à veiller sur lui. Elle admet qu'elle n'apprécie guère cette femme en instance de divorce, mais reconnaît qu'elle constitue le choix de fiancé le plus judicieux. Elle possède ce dont Bastien a besoin. Le soutien des Lavier offrirait un appui de poids face à son père. Ses paroles font écho en lui. Une forme de paix semble poindre sur son visage. Maria poursuit cependant. Elle estime qu'il serait imprudent d'écarter d'autres options avantageuses. Il doit demeurer prêt à saisir toute opportunité. Bastien, songeur, s'efforce d'intégrer ce conseil, sans en mesurer encore toutes les implications. Pendant ce temps, la comtesse Trier, émissaire de l'empereur, rend visite à Odette. Cousine de l'ancien souverain, elle ne peut s'empêcher, en la voyant, de constater sa ressemblance avec son père. Elle murmure qu'il est réconfortant de constater que cet homme a laissé une trace à travers ses enfants. Son apparence, autrefois, avait bouleversé l'Empire.
Elle interroge Odette sur l'absence du duc de Dicène. Cette dernière lui répond qu'il est sorti, et qu'il ne rentrera sans doute que tard. Elle se dit soulagée de ne pas le croiser, car elle le méprise profondément. La comtesse ne tarde pas à révéler le véritable objet de sa visite. Elle annonce qu'elle vient proposer à Odette une union. Le futur époux a été recommandé par la famille impériale. Odette, déstabilisée, ne comprend pas cette offre inattendue. La comtesse reste directe. L'empereur souhaite qu'Odette se marie, et l'homme choisi pour devenir son mari n'est autre que Bastien Clovitz. Odette demeure plongée dans la confusion. La comtesse Trier lui explique que la princesse Isabelle est éprise de Bastion, mais que ce dernier, étant un roturier, ne saurait prétendre à l'union avec une princesse. Face à cette révélation, Odette s'incline par respect, puis se redresse lentement et reconnaît qu'elle comprend les intentions de Sa Majesté, qui cherche à se servir d'elle. Trier la félicite pour sa vivacité d'esprit, soulignant que si elle venait à se marier, Isabelle n'aurait d'autre choix que de tourner la page. Elle ajoute que, d'après les rumeurs qui circulent dans les hautes sphères, Bastion ne nourrit aucun sentiment pour la princesse. Elle évoque ensuite la famille Clovitz, renommée malgré l'absence de titre. Leur ascension repose sur une entreprise prospère depuis plusieurs générations, une richesse colossale amassée dans les chemins de fer leur a valu le surnom de roi du rail. Même s'il s'agissait d'un mariage arrangé, l'union de Jeff Clovitz avec une jeune femme issue d'une famille prestigieuse avait permis à ses descendants de s'intégrer dans la haute société. Bastion, cependant, fait exception. Il est le fils de la première épouse, une femme d'origine modeste. Sa mère appartenait à la famille Illy, réputée pour sa richesse, bien que leur fortune provienne essentiellement de prêts accordés dans le cadre de leur commerce d'antiquités, situé dans les quartiers pauvres. Il se murmure même qu'ils auraient un certain contrôle sur les transactions illégales de l'Empire. À cause de cela, son unique petit-fils est affublé d'un surnom méprisant dans les cercles aristocratiques, le petit-fils d'Antiquaire. Néanmoins, ce jeune homme semble ignorer les rumeurs qui le suivent dans la haute société. Trier insiste, Bastion est un très bon parti. Bien que son père l'ait écarté de la succession, il demeure un officier de marine talentueux, surnommé le héros de l'Empire. Certains pensent même qu'il pourrait un jour devenir amiral. La comtesse se montre franche, personne ne souhaite avoir le duc de Dicène comme beau-père. Odette garde la tête baissée, silencieuse. Après un long moment, elle finit par demander, d'une voix calme, si la comtesse peut transmettre ses souhaits à Sa Majesté. Le visage de Trier se ferma, son regard devenant plus intense. Elle comprend immédiatement qu'Odette refuse de se soumettre. Trier rétorqua d'un ton cassant. Elle rappelle qu'il ne s'agit pas d'un simple choix, mais d'un ordre. Odette, bouleversée, s'emporte et dénonce l'injustice de cette demande. Trier lui rappelle alors son ascendance, elle est la fille d'Hélène et du duc d'Icène. Elle n'a donc pas encore compris que l'objectif réel de l'empereur est de lui faire expier les fautes de ses parents. La comtesse exhale avec une grâce aristocratique. À ses yeux, c'est une opportunité qu'Odette ne retrouvera pas. Cette dernière, cependant, n'a jamais songé au mariage. Trier pose une main sur son épaule, affirmant comprendre ses réticences. Grandir avec un père tel que le sien ne pouvait qu'étouffer toute aspiration sentimentale. Elle lui rappelle qu'elle vit aujourd'hui dans des conditions plus misérables qu'une domestique, et qu'elle ne peut pas continuer à se sacrifier pour un père sans valeur. Odette s'apprête à répondre, mais Trier l'interrompt. Dans un geste plus tendre, elle lui caresse le visage et l'exhorte à accorder une chance à Bastion. Peut-être fait-il partie de ces hommes qui perdent leur raison devant la beauté. De son côté, Bastion vient à peine de regagner son manoir. Le majordome Lovell l'accueille, faisant remarquer que le banquet semble s'être prolongé plus que prévu. Bastion confirme, ajoutant qu'à mesure que la politique prendra le pas sur tout le reste, il est nécessaire d'entretenir les bonnes relations. Il évoque son intention de conserver son uniforme encore quelques années. Lovell informe alors qu'une lettre l'attend, signée de la main d'Odette. Intrigué, Bastion fronce les sourcils. Le majordome lui précise qu'elle est la nièce de l'empereur. Devant la lettre, posée sur la table, Bastion murmure qu'il espère qu'Odette rejettera la demande et ne prendra pas contact. Il laisse échapper un regard énigmatique, songeant à ces négociations de mariage qui, contre toute attente, prennent forme. C'est à cet instant qu'il se remémore une convocation récente. Marie de Mailhe l'avait appelé pour lui transmettre un ordre impérial. De Mailhe avait d'abord rappelé ses liens d'amitié avec Sa Majesté, ce qui justifiait qu'une mission aussi délicate lui ait été confiée. Il s'agissait de marier Bastion à la fille de la princesse Hélène,
autrefois bannie de la famille impériale. Bastion avait deviné l'influence de la princesse Isabelle dans cette décision. Il avait du mal à croire que l'empereur souhaite vraiment un tel mariage. Il se rassurait à l'idée que deux personnes ne pouvaient être contraintes de s'unir. Mais il s'agissait là d'un ordre militaire. Saisissant la lettre, il s'était convaincu qu'il ne pouvait permettre à ces discussions de compromettre tous ses efforts passés. Pour le moment, jouer le jeu restait la meilleure option afin de préserver l'image de l'empereur. Il se dit qu'il réglera cette affaire ultérieurement. En observant le nom complet inscrit dans le coin inférieur de l'enveloppe, un sourire s'esquisse sur ses lèvres. Même ce nom semble lui donner la migraine. Quelques jours plus tard, Odette reçoit enfin la réponse de Bastion. Elle avait pris soin de rédiger une page entière de présentation, mais lui s'était contentée de quelques lignes, écrites avec une désinvolture manifeste. Elle ne savait que penser de Bastion Clovitz. Sa lettre ne lui inspire aucune confiance, elle lui paraît creuse, voire inquiétante. Pourtant, elle ne peut se permettre d'ignorer cet échange, contrainte de se soumettre aux ordres déguisés en menace de l'empereur. Si elle refuse, elle perdra la rente impériale qui lui est versée. À ses yeux, Bastion semble grossier. Même si l'idée lui déplaît, elle sait qu'elle doit obéir. Il s'agit d'un ordre impérial, et cela ne laisse pas de place au choix. Il lui faut cependant le rencontrer avant le bal donné au palais. Pendant ce temps, dans la demeure de Lucas, ce dernier se plaint d'avoir reçu son affectation militaire. À peine informé, on lui impose déjà de superviser les entraînements à l'école de l'armée. Bastion, en écho, lui suggère que s'il n'en est pas satisfait, il peut toujours demander à retourner servir sur un vaisseau. Mais Lucas rappelle que c'est grâce aux efforts de son père qu'il a pu obtenir ce poste. Bastion, avec un sourire léger, souligne la chance qu'il a d'avoir un père aussi dévoué, et lui propose de partager un verre ensemble prochainement. Lucas, lui, le considère presque comme un fou. Il ne comprend pas comment Bastion parvient à charmer les adultes si facilement. Il veut connaître son secret. Bastion, avec un sourire énigmatique, affirme que pour le comte Ewald, il ne représente probablement rien de plus qu'un chien de garde veillant sur son fils. Il se souvient d'un épisode marquant. Lucas, encore plus jeune, subissait les brimades de deux garçons plus forts. L'un d'eux, le tirant par les cheveux, moquait ses origines, affirmant que sa famille comptait de nombreux officiers de marine haut placés, mais qu'il semblait dépourvu du moindre talent. C'est alors que Bastion était apparu derrière l'un des agresseurs. Il avait exigé qu'il surveille ses paroles, puis lui avait asséné un coup si précis que l'adolescent avait perdu connaissance. Lucas, resté figé, l'avait regardé avec admiration, lui demandant s'il était bien Bastion. Ce jour-là, Bastion avait vu dans cette scène une occasion de tisser des liens utiles. Il y avait vu un moyen de gravir les échelons, d'obtenir autorité et prestige, autant d'outils nécessaires à la réalisation de son plan. Alors qu'il se prépare à rencontrer Odette, Lucas lui rappelle que le divorce avec Sandrine sera bientôt officialisé. Il lui demande s'il est vraiment certain de vouloir accepter ce mariage. Bastion, affichant un sourire chargé de cynisme, affirme qu'il a bien l'intention de jouer son rôle, puis de s'en défaire une fois le moment venu. Il rappelle que c'est un ordre impérial, et qu'il n'a donc pas le choix. Lucas l'avertit avec sérieux, il doit se montrer prudent. La jeune femme a beau avoir du sang impérial, la fréquenter ne lui apportera rien de bon. Bastion incline la tête en signe d'approbation. Il lui confie que la princesse Isabelle sera bientôt fiancée au prince héritier Beloff, et qu'elle quittera Berg. Ce départ marquera la fin de ces négociations absurdes. Il ne peut se permettre de voir son plan compromis par des affaires aussi dérisoires. Il espère toutefois que mademoiselle Odette et lui parviendront à s'accorder. Le lieu du rendez-vous avec Odette a déjà été fixé. Bastion espère simplement qu'elle sera une personne facile à aborder. Odette arrive comme prévu dans un restaurant luxueux. 1 heure passe, sans qu'il ne se montre. Elle commence à douter de sa venue. Finalement, un homme en uniforme militaire franchit la porte. Elle relève les yeux, soupire intérieurement en constatant qu'il est enfin là. Bastion s'avance d'un pas mesuré, mais elle reste figée, incapable de croire à ce qu'elle voit. L'homme qui se tient devant elle, et qu'on lui présente comme le héros de l'Empire, n'est autre que celui qu'il avait utilisé comme mise dans une maison de jeu. Bastion, de son côté, est tout aussi étonné. Il ne s'attendait pas à ce que la femme qu'il avait « remportée » ce soir-là soit celle qu'on lui destine pour épouse. Il s'interroge, demande qu'on vérifie si c'est bien la table réservée. Un employé le confirme. Il se souvient alors de cette nuit au casino, du duc misérable, et de la femme à ses côtés.
Il est désormais certain qu'il s'agit bien d'elle. Un sourire en coin se dessine sur son visage. Il retire son chapeau, se penche légèrement et se présente. Je suis Bastion Clovitz. Lady Odette. Il semblerait que ce ne soit pas notre première rencontre. Odette, la tête toujours baissée, semble irritée. Elle se demande s'il avait tout prémédité. Bastion saisit calmement sa tasse de thé. Bien sûr que non. Je n'ai malheureusement pas l'imagination assez vive pour cela. Il poursuit, évoquant le souvenir de cette nuit. Jamais je n'aurais cru que le père qui avait utilisé sa propre fille comme mise dans une maison de jeu soit un duc. Et encore moins que cette même fille serait la nièce de Sa Majesté. Odette perçoit immédiatement l'hostilité dans sa voix. Dès qu'elle avait croisé son regard, elle avait compris qu'il la méprisait et qu'il ne voulait pas de ce mariage. Sur ce point, leurs volontés se rejoignent. Elle lui demande donc de rejeter cette union. Mais Bastion, en réponse, esquisse un sourire. Il refuse, laissant transparaître une certaine ironie. Il semble amusé par le fait qu'Odette, malgré ses épreuves, reste attachée à sa position sociale. Pendant leur échange, Bastion demande à Odette si elle connaît les rumeurs qui circulent au sujet de la famille Dicen. Elle écarquille légèrement les yeux, affirmant qu'elles ne lui sont pas inconnues. Il lui demande alors pourquoi elle pense qu'il se tient malgré tout devant elle. Odette, soucieuse d'aller à l'essentiel, l'invite à en venir aux faits. Bastion reconnaît qu'il cherche simplement à faire preuve de loyauté envers l'empereur. Surprise, Odette lui demande s'il envisage réellement de participer à ces pourparlers de mariage. D'un ton détendu, Bastion confirme. Il précise toutefois qu'il n'a pas l'intention d'aller jusqu'à la cérémonie. Son objectif est simple, une fois que la princesse Isabelle sera mariée, le divorce suivra immédiatement. Cette déclaration la déstabilise. Elle le réprimande, le jugeant coupable de vouloir tromper la famille royale. Le visage de Bastion se ferme. Il l'invite à ne pas mal interpréter ses intentions. Tant qu'il donne l'illusion d'être un couple prêt à se marier, l'empereur, qui dirige les forces militaires de l'Empire, sera satisfait. Il affirme qu'il n'a pas le luxe de désobéir à un ordre direct, et que le souverain se moque bien que tout cela ne soit qu'une mascarade. Odette comprend alors que ces paroles ne sont pas feintes. Elle n'est qu'un bouclier utilisé pour préserver la princesse. Après un instant de silence, elle lui demande à voix basse si cela ne le dérange pas, cette idée d'alimenter des rumeurs pouvant nuire à sa réputation. Bastion répond avec indifférence. Il n'est pas un homme préoccupé par l'image d'un gentleman. Sentant qu'elle tente encore de le convaincre, il réplique d'un ton calme. Si elle s'oppose à ce projet, qu'elle refuse elle-même l'ordre de l'empereur. En tant que nièce du souverain, sa voix aurait peut-être plus de poids que la sienne, lui qui n'est qu'un simple officier de marine. Même s'il le dit ainsi, Bastion sait qu'Odette a certainement ses propres raisons d'avoir accepté ce rendez-vous. Lorsqu'elle reste silencieuse, il choisit de mettre fin à l'entretien et se lève. Elle l'interpelle, tendant une enveloppe. Il s'arrête. « Vous comptez me payer le thé ?» Elle acquiesce sans hésitation. C'est exactement cela. Elle refuse de profiter d'un thé qu'elle n'a pas offert elle-même. Devant la sincérité de son geste, Bastion reste un instant interdit. Puis un sourire se dessine sur son visage, rapidement suivi d'un rire franc. Il se retourne et remet calmement sa casquette militaire. Il lui conseille de garder cet argent ou, mieux encore, de le donner au duc d'Isen comme subvention. Si celui-ci le perd à nouveau au jeu, il pourrait finir par la mettre en gage une fois encore. Odette, confuse, demande ce qu'il insinue. Bastion retient un nouveau rire. Elle a eu de la chance ce jour-là, mais il lui fait comprendre que cela pourrait ne pas se reproduire. Odette le fixe, sans voix, observant sa silhouette s'éloigner. Elle comprend qu'il la méprise, tout en étant lui aussi contraint d'obéir à l'empereur. Elle commence à réfléchir. Peut-être sa proposition est-elle, en fin de compte, une manière pragmatique de résoudre la situation. De retour chez elle, elle réalise combien cette journée lui a semblé interminable. Elle n'a aucune envie de revoir cet homme, mais, à y regarder de plus près, elle ne trouve pas d'autre issue. En atteignant la porte, elle entend des cris à l'intérieur. Elle entre précipitamment et découvre son père en train d'hurler. Il exige les économies que Thyra et elle ont mises de côté. Dans un accès de colère, il lève la main pour frapper Thyra. Odette s'interpose sans réfléchir et reçoit le coup à sa place. Don, voyant qu'il a frappé sa fille, paraît soudain troublé. Odette le regarde froidement et lui interdit de lever la main sur Thyra à l'avenir. Sinon, elle ne le tolérera plus. Don, sur la défensive,
lui demande ce qu'elle compte faire dans ce cas. Odette s'approche de lui, le regard ferme. Si les choses continuent ainsi, ce qu'il redoute le plus finira par se produire. Il sait très bien que la famille royale ne versera plus rien sans elle. Dont détourne le regard, furieux mais impuissant. Odette a parfaitement conscience qu'elle est devenue la seule garantie de son père auprès de la royauté. Sans elle, sa dernière source de revenus disparaîtrait. Bien qu'elle et Thyra ne partagent qu'un lien de demi-sœur, elles ont toujours pu compter l'une sur l'autre. Thyra représente aujourd'hui un pilier essentiel dans sa vie. Elle ne veut pas perdre ce qu'elle a construit avec tant d'efforts. Elle se persuade qu'elle ne peut se permettre la moindre faiblesse si elle veut continuer à protéger ce qui compte. Elle devra supporter encore son père. Et aussi ce mariage de convenance, qu'on appelle désormais « protection de la princesse ». Quelque temps après la conclusion de leur contrat de mariage, Bastion reçoit pour la première fois une invitation à un bal donné au palais impérial. Son majordome se montre ému, évoquant même la mémoire de sa mère, persuadé qu'elle aurait été fière de lui. Bastion comprend que l'empereur cherche à vérifier si le mariage progresse comme prévu. Il y voit une forme de récompense, qu'il accueille avec calme. Il devine qu'Odette a elle aussi été conviée. Son regard obstiné lui revient en mémoire. Il esquisse un sourire discret, tout en s'imaginant l'allure qu'elle pourrait avoir, le soir du bal. Le jour du bal approche. Tous les nobles avaient reçu une invitation pour assister au bal. Le père de Bastion annonça à son fils qu'il aurait enfin l'occasion de rencontrer le noble le plus renommé de l'Empire. Franz Clovitz, demi-frère de Bastion, affichait un air étonné, ne comprenant pas bien la situation. Son père précisa qu'il s'agissait du duc de Gerhardt, et s'étonna que son fils n'ait pas su tisser de lien avec lui, alors qu'ils avaient fréquenté la même école. Pour Franz, cependant, être camarade de classe ne suffisait pas à faire naître une amitié. Le père, le visage tendu, se rappela les sacrifices qu'il avait faits, les sommes investies, la sueur et les efforts déployés pour permettre à son fils d'intégrer une école privée prestigieuse. Pourtant, malgré ses bonnes notes, Franz ne leur apportait rien de concret. Il s'intéressait à des choses futiles, incapable d'endosser pleinement son rôle d'homme. Sa femme, souriante, mentionna que la fille du duc de Dixen participerait elle aussi au bal. Mais pour le père, cet homme n'avait rien d'un duc. À ses yeux, il n'était qu'un mendiant. Elle poursuivit cependant, assurant qu'un mariage avec une femme de sang impérial ne pouvait qu'être bénéfique, et évoqua Bastion, dont l'âge était venu pour se marier. Le père acquiesça, tout en précisant que l'idée ne l'enchantait guère. Il ajouta que si la famille Clovitz avait pu se faire une place parmi la haute société, c'était uniquement grâce aux efforts de la famille Oswald, raison pour laquelle il avait été contraint de renier Bastion, issu d'une extraction modeste. Sa femme, le regard durci par l'ambition, repensa à tous les sacrifices qu'elle avait dû consentir pour atteindre les sphères du pouvoir, allant jusqu'à écarter l'épouse de son mari afin de pouvoir mettre la main sur lui. Plongée dans ses pensées, elle fut interrompue par leur fils, qui déclara qu'il était plus juste de voir cela comme une honte pour leur famille, car après tout, elle allait devenir l'une des leurs. D'un sourire calme, sa mère le rassura, jamais personne ne considérerait l'épouse de Bastion comme membre à part entière de leur famille. Le père, appuyant les propos de son épouse, demanda à Franz de se concentrer sur son avenir. Il insista, comme Bastion serait présent au dîner du bal, il devait profiter de cette occasion pour lui montrer la prestance digne d'un véritable héritier de la famille Clovitz. Franz répondit simplement, « Oui, père ». Dans la grande salle de banquet du palais impérial, au moment où l'entrée du capitaine Clovitz fut annoncée, Franz le vit arriver. Il se dit que, quoi qu'il fasse, Bastion ne serait jamais qu'une bête sauvage, ne recevant que les miettes que l'empereur daignait lui laisser. Il était persuadé qu'enfin, ce soir-là, Bastion comprendrait l'abîme qui séparait leurs deux mondes. À peine Bastion franchit-il le seuil que de jeunes nobles vinrent l'entourer. La scène fut immédiatement observée par Franz, mais ce qui le déstabilisa davantage fut de voir le duc Erard, proche de sa majesté, s'adresser à Bastion comme à une connaissance. Son visage s'assombrit. Bastion n'était pourtant qu'un roturier, autrefois exclu de la famille Clovitz. À cet instant, Bastion aperçut Franz, isolé dans un coin. Il s'approcha, le salua poliment, puis adressa un bonjour à sa fiancée, Ella. Franz, rongé de jalousie et de rancune, voulut le provoquer. Il lui demanda, d'un ton moqueur, ce que cela faisait d'entrer pour la première fois dans le palais impérial. Bastion, perçant son intention, lui répondit calmement qu'il était si ému qu'il en ferait un souvenir précieux pour le reste de sa vie,
tout comme France l'avait fait autrefois. France resta figée, sans même comprendre qu'il venait d'être tourné en dérision. À ce moment précis, le garde annonça l'arrivée de mademoiselle Odette, de la famille d'N. France, satisfait, pensa que cette fiancée problématique allait ruiner le premier bal de Bastion au palais. Mais lorsqu'Odette entra lentement aux côtés de la comtesse Tray, il perdit aussitôt son sourire. Elle portait une robe de cérémonie avec une grâce saisissante. Son visage parfait, sa prestance naturelle et son élégance imposèrent le silence dans la salle. Tous les nobles saluèrent unanimement sa beauté. France, stupéfait, la regardait sans comprendre. Il l'avait cru être un rebut que l'empereur avait jeté à Bastion. Pourtant, elle dégageait une aura inattendue. Bastion, voyant Odette s'approcher, fit un pas vers elle. La salle entière se tut, comme si plus rien n'existait hormis eux. Leurs regards se croisèrent. Bastion fut le premier à tendre la main pour l'inviter à danser. « Si vous le permettez, Lady Odette, nous pouvons y aller. » Le bal débuta officiellement. L'empereur et l'impératrice se montrèrent satisfaits du bon déroulement de la soirée. Les nobles s'élancèrent sur la piste. France dansait avec Ella, mais son regard se tournait sans cesse vers Bastion et Odette, dont l'harmonie était évidente. Bastion engagea la conversation en lui confiant qu'il avait craint qu'elle ne vienne pas, admettant qu'il avait probablement trop réfléchi. Odette, sans fausse modestie, répondit que le décret impérial avait pour elle le même poids que pour tous. Puis, d'un ton posé, elle ajouta qu'elle pouvait donc supposer qu'il était prêt à mener cette comédie jusqu'au bout avec elle. Elle baissa les yeux sans rien ajouter, mais Bastion comprit qu'à partir de ce soir, sa réputation à elle serait entièrement ruinée. Malgré cela, elle avait choisi de venir, ce qui signifiait qu'elle attendait quelque chose de l'empereur. Cette idée éveilla en lui un nouvel intérêt. Il resserra volontairement sa prise, puis exécuta un mouvement brusque qui fit trébucher Odette. Il la rattrapa aussitôt avec habileté. Leur relation se dessinait désormais comme un pacte d'intérêt mutuel. Il se pencha légèrement vers elle et murmura « Je vais considérer cela comme un accord. Puisque c'est ainsi, jouons notre rôle jusqu'au bout et satisfaisons l'empereur. » Bien avant le début du bal, la comtesse Trier avait prévenu Odette que l'avenir de la famille d'Yssen dépendait de la réussite de ce mariage. Mais Odette, pleinement consciente, avait déjà pris sa décision. En retour, elle espérait que Trier tiendrait sa promesse de convaincre Sa Majesté de continuer à leur verser la pension. Trier affirma que si ce mariage pouvait ramener Isabelle à la raison, elle accéderait à sa requête. Odette la remercia alors pour sa franchise. Sur le chemin du palais, en observant la jeune fille prête à sacrifier son bonheur pour assurer une source de revenus, la comtesse éprouva une certaine compassion. Elle comprenait qu'Odette feignait la sérénité, tout en étant intérieurement tendue à l'idée d'entrer dans un univers qui lui était étranger. En traversant les couloirs du palais, Odette s'arrêta devant les grandes fenêtres qui donnaient sur un jardin en fleurs. Elle soupira en constatant que l'endroit était bien tel que sa mère l'avait souvent décrit. Enfant, chaque fois que sa mère évoquait le palais, son émotion prenait le dessus, jusqu'à se terminer en larmes. Odette n'avait jamais compris pourquoi elle avait fait le choix de l'amour, en sachant dès le départ qu'elle en souffrirait. Pour un homme tel que son père, un être misérable, sa mère avait trahi sa famille et son pays. Même en étant consciente de son erreur, elle n'avait jamais su se détacher de ses illusions. Une fois l'amour évanoui, elle avait commencé à regretter ce passé qu'elle ne pourrait jamais récupérer. Mais Odette, elle, savait exactement ce qu'elle voulait. Elle refusait de suivre les traces de sa mère. Elle avait compris la valeur réelle de l'argent. Même si elle ne comptait ni sacrifier son honneur ni renier sa dignité, elle ne laisserait jamais la vanité l'emporter sur les besoins essentiels. Son contrat de mariage avec Bastion était lié à la pension impériale. Ainsi, même si elle savait qu'il la méprisait, elle se tiendrait à ses côtés et remplirait son rôle jusqu'au bout. C'est pourquoi, au bal, lorsqu'il s'approcha d'elle, Odette ferma les yeux. Toutefois, à la dernière seconde, un léger trouble la fit rougir et elle détourna le regard. Bastion marqua une pause, se pencha vers son oreille et lui murmura que la scène ne devait pas être gâchée, car le spectateur le plus important les observait. En suivant la direction de son regard, Odette aperçut la princesse Isabelle à l'étage, vidant nerveusement sa coupe de vin, les yeux braqués sur elle avec une hostilité palpable. Odette baissa les yeux et poursuivit sa danse avec Bastion. Celui-ci la complimenta sur ses bijoux et sa robe, qu'il jugeait très élégant ce soir-là. Elle le remercia avec calme, tout en devinant qu'il s'apprêtait à ajouter quelque chose. Comme elle s'y attendait,
Un sourire moqueur étira les lèvres de Bastion. Il insinua qu'elle devrait sûrement les rendre dès ce soir. Le silence Odette en disait long. Elle se rappelait qu'il avait étudié dans une prestigieuse académie noble avant de devenir officier. Elle peinait à comprendre comment un homme issu de cette éducation pouvait se permettre des remarques aussi délibérément blessantes. Mais elle savait qu'il agissait volontairement de la sorte. Les dents d'Odette se verroulèrent dans un effort visible. Ne voyant plus aucune raison de se dissimuler, elle répondit avec franchise qu'elle devait en effet les rendre, n'ayant eu les moyens que de les louer pour une journée. Elle précisa toutefois qu'elle avait encore de quoi s'offrir quelques accessoires. Son honnêteté prit Bastion de court. Il admit qu'elle semblait avoir plus de ressources qu'il ne l'avait imaginé. Elle confirma, expliquant que grâce à lui, elle avait économisé une belle somme la dernière fois, ce qui lui avait permis d'acheter tout le nécessaire pour jouer son rôle dans cette mise en scène sans difficulté. Elle accompagna ses paroles d'un sourire éclatant. Bastion demeura immobile un instant, avant de détourner la tête en souriant à son tour. Il reconnut qu'il était heureux que cet argent ait pu lui être utile. Pour Odette, cette manière de penser allait de soi. Puisqu'elle lui devait une dette, il était naturel que l'argent lui revienne, sous une forme ou une autre. En l'entendant, Bastion envisagea brièvement de l'inviter à un bon repas, afin de lui permettre d'économiser encore davantage. Mais Odette refusa clairement son offre, ne voulant pas contracter une dette qu'elle ne pourrait rembourser. Avec un certain amusement, Bastion insinua qu'elle craignait peut-être qu'il la vende pour éponger ses propres dettes. Odette esquissa un sourire teinté d'espièglerie et répondit qu'il lui était difficile de lui accorder une confiance totale, surtout après leur première rencontre. Bastion se plongea dans ses pensées. Il savait que chaque noble était fier et obstiné, mais sur ce point, Odette ne cédait devant personne. Sa posture reflétait une volonté ferme, une détermination sans faille. Soudain, un bruit derrière eux interrompit ses réflexions. Ils s'arrêtèrent et se retournèrent. La princesse Isabelle s'approchait avec un visage marqué par la colère, ses pas vacillant sous l'effet de l'alcool. Son teint était rougi, son regard embrumé, et elle ignorait les salutations des autres nobles. Elle s'avança vers eux avec une tension visible, les yeux rivés sur Odette. Puis, dans un élan brutal, elle leva la main et la gifla violemment, lançant d'une voix enragée qu'elle devait rester loin de Bastion, la traitant de mendiante.